Bien, bonjour à toutes et à tous. Avant de donner la parole à Baptiste, je voudrais juste vous faire un petit rappel du programme de la matinée. Donc, on a prévu une bonne heure de discussion avec Baptiste et je vois sur sa montre qu'on a déjà pris 25 minutes de retard. Donc, admettons qu'on commence à 10h25 et qu'on terminera à 11h25, une heure de présentation. Ensuite, vous aurez une dizaine de minutes, un bon quart d'heure pour poser des questions de précision. Donc, si vous voulez demander à Baptiste de préciser des concepts qu'il a abordés, ou bien peut-être des choses que vous pensez manquer, enfin vous avez l'impression qu'il manquait dans son texte, c'est le moment de poser la question. Mais le moment du débat est prévu pour après. Donc, après ces 10 minutes, ce quart d'heure de discussion, question, précision, on fera une pause d'une bonne demi-heure. Et pendant cette pause, on vous invitera à réfléchir à 3 questions qu'article 27 souhaite vous poser. Et après la pause, eh bien, ce sera évidemment l'occasion d'y répondre. Alors, je vous les livre déjà, ces questions. C'est des questions qui sont inspirées de la présentation de Baptiste. Ce que article 27 vous demande, c'est tout d'abord de savoir ce que cette présentation évoque dans votre pratique quotidienne, votre pratique nationale. Ensuite, savoir comment vous concrétisez éventuellement certaines de ces pistes évoquées sur le terrain, dans votre pratique. Et puis plus généralement, la troisième, ce qui devrait peut-être être même la première question, c'est savoir si votre pays permet cette approche. Alors après donc la pause, vous répondrez, on va faire un tour de table, on va vous proposer association par association de répondre à ces questions. Et puis on redonnera la parole à Baptiste pour relancer le débat et ensuite eh bien, on discutera peut-être de façon un petit peu plus impromptue jusqu'à 13h, donc j'imagine 13h30 si on tient compte du retard accumulé jusqu'à présent. Enfin, voilà, on discutera de ça encore à la pause avec Laurence. Bien. Ceci étant dit, je propose de passer immédiatement la parole à Baptiste pour sa présentation. Quelle posture défendre, Baptiste, pour que l'action culturelle contribue à la justice sociale? Vous avez 1 heure pour répondre. Voilà, merci. Alors, c'est une immense question à laquelle article 27 me demande de répondre. Et donc, en fait, je propose une réflexion en trois moments. Donc, un premier moment donc, correspond à celui que je prends naturellement. Donc, effectivement, en tant que coordinateur d'une association d'éducation permanente qui porte le nom de Culture et Démocratie. Donc un chemin que je prends naturellement en tant que travailleur qui s'accorde aux évidences fondatrices de l'association qui l'emploie. Donc on peut lire dans les statuts de cette association que Culture et Démocratie a pour but de promouvoir la culture comme élément essentiel d'une société démocratique. Elle fonde son action sur les principes de participation, de solidarité et de responsabilité. Donc ça, c'est le premier chemin, on va dire le plus naturel, celui qui est venu le plus facilement à l'écriture. Ensuite, il y a un second chemin qui est un peu plus court, c'est un espèce de chemin de traverse, un espèce de raccourci qui m'a conduit au troisième. Et ce second chemin essaie de penser la référence à la justice dans les luttes sociales. En fonction de la place où on situe la justice dans les dispositifs de lutte, donc un peu, soit on l'envisage comme l'enjeu, donc comme le ballon ovale au milieu de la mêlée, ou bien alors plutôt comme une espèce d'arbitre hors du jeu. Et bien, en fonction de où on place la justice dans cette lutte, ben on lutte différemment. Et donc ce second chemin, c'est une lecture d'un bouquin de Foucault et de Chomsky qui ont eu un dialogue sur la nature humaine. Et il y a tout un passage de réflexion sur justement où est-ce qu'on place la justice dans les luttes sociales. Et enfin, le troisième chemin, c'est le chemin le plus radical. C'est le chemin d'un soupçon dévastateur, d'un soupçon inquiétant, donc qui a des effets presque décourageants pour qui travaille, comme vous, comme moi, comme nous, avec cœur dans le secteur socioculturel, et pour qui croit encore à la puissance émancipatrice de la culture. J'ai décidé d'emprunter ce chemin radical parce qu'effectivement, il dérange peut-être nos bonnes consciences, et ce faisant, il contraint à la précision, et en désacralisant un peu la culture, même très fort pour le coup, il invite à répondre à cette question, pourquoi la culture malgré tout? Et donc, le pourquoi la culture malgré tout sera un peu ma conclusion. Donc voilà, le premier chemin, donc sur ce qui est attendu que je dise. Donc, bon,
Si on reprend la question, quelle posture défendre pour que l'action culturelle contribue à réaliser la justice sociale? Bon, ben souvent, quand on pose des questions, on définit un peu les termes. Donc, bon, toute action culturelle ne contribue pas à réaliser la justice sociale. Je crois que là, on est tous plus ou moins d'accord. La polysémie du terme culture est telle que des gestes culturels comme une publicité pour Peugeot, un festival de danse folklorique basque, l'édition du livre de Samuel Huntington, Le choc des civilisations, ou celui de Friedrich Hayek, Droit, législation et liberté, par exemple, n'ont pas, à mon sens, pour vocation d'œuvrer à plus de justice sociale. Donc, dans cet ensemble hétéroclite de ce que l'on peut désigner comme action relevant de la culture, il existe toutefois un espèce de sous-ensemble d'initiatives qui, dans une certaine mesure, ambitionnent effectivement de réaliser la justice sociale. Et alors, ces initiatives reçoivent plus ou moins l'étiquette de socio-culturelle, socio-artistique, et je crois aussi que c'est plus ou moins dans ce secteur-là qu'on se situe tous aujourd'hui ici. Alors, maintenant, on a défini plus ou moins les actions culturelles, lesquelles pourraient effectivement réaliser la justice sociale. Mais qu'est-ce qu'on entend par justice sociale? Alors, communément, à mon avis, ce qu'on entend par justice sociale, c'est une construction morale et politique qui vise à l'égalité des droits et à la solidarité collective. Donc, dans l'encyclopédie en ligne Wikipédia, accessible à tous, on peut lire plus en avant, les actions ayant pour objectif la justice sociale visent à donner à chacun les mêmes chances de réussite tout au long de leur vie. Les corrections nécessaires peuvent être sociales, financières ou culturelles. Alors, pour compléter encore cette conception de la justice sociale, il y a une philosophe américaine qui s'appelle Nancy Fraser et qui, elle, décline la justice sociale en 3 dimensions. Il y a la dimension symbolique, donc c'est une forme de reconnaissance. Alors pour Fraser, ce n'est pas une valorisation d'une identité d'un groupe, mais plutôt une reconnaissance d'un statut égal de pair dans les interactions sociales. Une deuxième dimension, c'est la dimension économique, donc c'est une redistribution des richesses. Et la troisième dimension de la justice sociale, c'est une dimension politique, donc c'est effectivement plutôt une représentation au niveau politique des personnes. Alors, voilà pour la définition des termes. Alors, il y a une phrase qu'on cite souvent en Belgique, qui est issue du rapport sur la pauvreté, qui a été publié en 1999. Et cette phrase, c'est un témoignage d'une personne exclue, et qui dit « On crève de solitude et d'ennui avant de mourir de faim ». Donc effectivement, cette parole, depuis qu'elle a été reproduite dans ce rapport, est devenue un peu le premier point de l'argumentaire de qui veut justifier l'importance d'un travail culturel vis-à-vis des populations exclues. Donc ainsi, à en croire le témoignage de cette personne, la pauvreté, ce serait certes ne pas savoir se nourrir correctement, ni payer son loyer ou ses factures de gaz et d'électricité, mais avant tout, il y a une espèce de... C'est avant de mourir de faim, on crève d'eux, donc avant tout, ce serait quand même souffrir de l'isolement, du manque de rencontres, bref, du manque de culture. Donc, ce constat doit être pris au sérieux dans les stratégies de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Et donc, il importe de donner aux populations exclues la possibilité de prendre part à la vie culturelle de la cité, et il importe de soutenir des dispositifs qui œuvrent à rendre efficient cette participation. Donc, les fondements théoriques qui portent de tels dispositifs sont d'une part la démocratisation de la culture, et d'autre part, la démocratie culturelle. En tout cas, en communauté française, et je pense que pour ça, on est fort influencé de la France, sont un peu les deux paradigmes qui portent les actions socioculturelles. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut entendre? Bon, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais donc, par un travail de médiation, de transmission, permettre l'accès aux œuvres culturelles, patrimoniales ou contemporaines, tant d'un point de vue financier qu'intellectuel. Là, à mon avis, on est plus dans la sphère de la démocratisation de la culture. Et puis, d'autre part, travailler sur l'expression culturelle des personnes exclues et vivant dans la pauvreté. Et là, on est plutôt dans la sphère de la démocratie culturelle. Et donc, ce sont des travaux importants en démocratie,
justement pour donner de la consistance à la liberté d'expression, pour relayer, rendre audible une parole qui n'a pas eu la chance d'être émise dans le forum démocratique depuis une place d'où la voix porte. Donc, on relaie une parole porteuse de revendications qui sera peut-être entendue et donc aura comme conséquence d'améliorer les autres dimensions de l'exclusion sociale, économique, et donc de réaliser la justice sociale. Donc, travaux aussi importants en démocratie pour tisser du lien social, pour favoriser la cohésion, le sentiment d'appartenance et de reconnaissance, la confiance en soi, et donc réaliser la justice sociale. Donc si on se réfère au point 2, par exemple, aux dimensions que Nancy Fraser propose par rapport à la justice sociale, on pourrait dire qu'une action socioculturelle, une action culturelle, travaille justement la dimension symbolique et politique de la justice sociale. Et donc, CQFD, l'action socioculturelle a tout à fait sa place dans la lutte pour réaliser la justice sociale. Donc voilà pour le premier point. Donc ça aurait été ma réponse comme ça. Mais malheureusement, il existe des livres et enfin malheureusement, heureusement, mais il existe des choses qui titillent les évidences. Et donc voilà, c'est un peu les deux prochains chemins que je propose de prendre. Donc le deuxième chemin, donc c'est un livre, je l'ai sorti, donc c'est un livre sur la nature humaine de Noam Chomsky et Michel Foucault. C'est un dialogue qu'il y a eu dans les années 70. Et donc voilà, sur tout ce qui est plutôt justice et lutte, et une réflexion un peu là-dessus qui va aboutir à la troisième. Donc, les travailleurs socioculturels, donc, qui mettent une pierre à l'édifice de la justice sociale en travaillant spécifiquement à l'accompagnement des personnes exclues dans la concrétisation de leur droit de participer à la vie culturelle, et qui sont convaincus que la dignité retrouvée grâce au respect de ce droit fondamental permettra à la personne exclue de se réinscrire dans le tissu social, sont en quelque sorte en lutte. Je crois qu'on peut plus ou moins être d'accord là-dessus, qu'il y a quand même une forme de combat dans ce travail. Et donc ces travailleurs sociaux, socioculturels, sont du côté des exclus, des pauvres, des précarisés, des personnes aliénées, et par leur action, ils tâchent de contrer les injustices sociales, les inégalités, les discriminations, les isolements. Bon, alors donc on accepte, je pars du postulat qu'on accepte que le travailleur socioculturel est dans une posture quand même de lutte, de combat. Et donc après on peut réfléchir sur comment on lutte, comment on combat, avec comme horizon la justice. Et donc justement dans cet échange avec Noam Chomsky, Michel Foucault estime que dans toute lutte sociale, il y a au cœur une question de justice. Un combat contre la justice de classe, et plus précisément contre les injustices de cette justice de classe. Mais Michel Foucault nous invite à déconstruire la croyance que cette lutte se mène au nom d'une espèce de justice pure qui serait là, dans le ciel des idées. Pour Foucault, une justice pure, en soi, ça n'existe pas. Il refuse de concevoir une justice qui serait telle un horizon permanent, toujours à atteindre. La justice, pour Foucault, est clairement un instrument de pouvoir, et je le cite, « Plutôt que de penser la lutte sociale en termes de justice, il faut mettre l'accent sur la justice en termes de lutte sociale. » Donc, c'est-à-dire que la justice est un enjeu de pouvoir. La notion même de justice, écrit Foucault, fonctionne à l'intérieur d'une société de classe comme revendication faite par la classe opprimée et comme justification du côté des oppresseurs. Donc là, pour reprendre ma petite métaphore d'introduction, ben voilà, c'est clairement concevoir la justice plutôt comme le ballon au milieu de la mêlée, et chacun veut le ballon pour soi, mais il n'y a pas la justice comme arbitre qui viendrait sanctionner les luttes d'une certaine manière. Et donc pour Foucault, fondamentalement, on lutte pour gagner, et pas parce que la lutte est juste. Le caractère juste d'une lutte est certes avancé par les personnes qui luttent, mais pour Foucault, c'est pour justifier une volonté première de renverser et de prendre le pouvoir. Alors, maintenant, on retourne à notre question. Le travailleur socioculturel qui lutte pour la réalisation de la justice sociale, lutte-t-il pour gagner ou parce qu'il estime que son combat est juste? Une grande question aussi. Et
là, je m'éloigne un peu de Foucault et je fais aller mes propres ménages. Si c'est parce qu'il estime son combat juste, donc il entretient cette conception d'une justice au-dessus de la mêlée, et il y a une sorte de permanence, à mon sens, de la lutte qui se dessine, et donc un certain renoncement à vraiment changer les choses et à vraiment lutter. On retrouve ici la figure du chevalier courtois, hein, qui se refuse toujours la possibilité de conclure. Donc il y a une espèce de... On refuse la victoire d'une certaine manière, et on est d'accord de lutter sans vraiment aller au bout des objectifs de cette lutte. Par contre, si c'est pour gagner qu'on lutte, alors déjà, à mon avis, il faut reformuler son objectif. On ne lutte pas pour la justice sociale, mais on lutte pour une justice sociale qui donnera le pouvoir ou du pouvoir aux dominés, exclus et aliénés. Ensuite, celui qui lutte pour gagner doit effectivement se donner les moyens de la victoire. Et, à mon avis, une des premières choses à faire, c'est de soumettre sa pratique à un soupçon radical. Et je vais arriver au troisième chemin, c'est justement ce soupçon radical sur nos pratiques, qui à mon avis est peut-être le premier pas à faire pour aller vers une forme de victoire. Mais donc je vais citer un petit passage de Foucault un peu long, mais où justement il invite les personnes à s'interroger. Donc, l'une des tâches qui me paraît urgente, immédiate, au-dessus de toute autre, est la suivante. Nous devons indiquer et montrer, même lorsqu'elles sont cachées, toutes les relations du pouvoir politique qui contrôle actuellement le corps social, l'opprime et le réprime. Je crois que le pouvoir politique s'exerce par l'intermédiaire d'un certain nombre d'institutions qui ont l'air d'être indépendantes de lui, alors qu'elles ne le sont pas. On sait cela à propos de la famille, de l'université et de façon générale de tout le système scolaire qui, en apparence, est fait pour distribuer le savoir, mais est en fait fait pour maintenir au pouvoir une certaine classe sociale et exclure des instruments du pouvoir toute autre classe sociale. Mais il y a les institutions de savoir, de prévoyance et de soins qui aident à soutenir le pouvoir politique. Il me semble que dans une société comme la nôtre, la vraie tâche politique est de critiquer les jeux des institutions apparemment neutres et indépendantes, de les critiquer et de les attaquer, de telle manière que la violence politique qui s'exerçait obscurément en elles soit démasquée et qu'on puisse lutter contre elle. Et donc, en tant que, par exemple pour ma part, en tant que coordinateur d'une association d'éducation permanente reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, je pense que je ne peux pas faire l'économie de cette introspection et de voir peut-être dans quelle mesure aussi des associations pourtant militantes, enfin, qui se disent militantes, engagées, participent peut-être aussi au maintien d'un statu quo dans la distribution sociale et donc dans l'injustice sociale de plus en plus criante aujourd'hui. Et donc ce troisième chemin, ben justement, je vais le prendre avec un philosophe français qu'évidemment j'apprécie assez et qui s'inscrit justement dans cette mouvance de Michel Foucault et qui s'appelle Alain Brossat et qui a livré en 2008, donc il y a déjà un petit temps, un livre qui s'appelle Le grand dégoût culturel. Et où là, voilà, là, on lit ça, après on est complètement découragé et on a envie effectivement, comme Franck Lepage, donc aussi un Français, de quitter le monde de la culture et d'aller cultiver des poireaux en bord de mer. Donc, pour entamer le chemin que propose Brossat, donc effectivement, il faut accepter de soumettre la culture, et par ailleurs la démocratie, à l'épreuve d'un soupçon radical. Accepter de répondre à cette question et accepter d'endurer la gifle qui l'accompagne, parce que c'est une question vraiment dure à entendre, et je vais la lire. Peut-on traiter de la conflictualité produite par les antagonismes
entre insider et outsider sur un mode culturel moralisant qui élude la violence de la division au profit de dispositifs d'intégration pédagogique, récréatifs, festifs, alliés à l'arsenal de l'assistanat social et dont le propre est de légitimer des taxinomies ségrégatives et de maintenir chacun à sa place. Je peux la répéter s'il faut. Non? Oui, je vais la répéter. Donc, la question: peut-on traiter de la conflictualité produite par les antagonismes entre insider et outsider sur un mode culturel moralisant qui élude la violence de la division au profit de dispositifs d'intégration pédagogique, récréatifs, festifs, alliés à l'arsenal de l'assistanat social et dont le propre est de légitimer, alors là, désolé, des taxinomies ségrégatives et de maintenir chacun à sa place. Il faut une traduction en français aussi. Mais donc, oui, on pourra demander à Baptiste, excuse-moi Baptiste, ouais. On pourra demander à Baptiste tout à l'heure de préciser ses concepts ouais. Après son intervention. Bah, on peut. De le faire maintenant. Non, mais je pense qu'au fur et à mesure, on va plus ou moins. En fait, il dit simplement, est-ce qu'on peut effectivement traiter donc cette injustice entre ceux qui sont dedans et qui sont dehors, donc les exclus et les inclus, si on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'on peut travailler cette division sur un mode culturel, donc par la culture, pour lui moralisant, donc une certaine forme, et qui en fait refuse de voir cette violence intrinsèque de la division au profit effectivement de dispositifs d'intégration, donc voilà, pédagogique, récréatif, festif, ça on comprend, c'est plus ou moins peut-être là-dedans qu'on travaille, et il lie ces dispositifs-là à toute l'assistanat social, et pour lui, ben voilà, voilà, taxinomie ségrégative, c'est clairement, bon voilà, en fait il y a un statu quo, et qu'on répète en fait ces dispositifs-là, plus que les soigner, répète les divisions. Mais ça va plus ou moins être reformulé dans la suite. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, moi je trouve que c'est une question assez abyssale. On est dans une, voilà, on peut tendre l'autre joue aussi. Et 100 ans avant, donc en 1908, il y a un sociologue allemand qui s'appelle Georges Simmel et qui a écrit, voilà, celui-là, il a écrit un livre qui s'appelle Le Pauvre. Et en fait, on retrouve une conception assez similaire de ce que Brossa dépeint par rapport à la culture, mais lui, clairement par rapport au travail social, à l'assistanat social. Et voilà, je vais aussi lire un petit passage du bouquin qui pose un peu les choses. Donc pour Simmel, l'assistance sociale intervient volontairement ou sous la contrainte de la loi, de manière à ne pas laisser le pauvre se changer en ennemi actif et nuisible de la société. L'assistance montre clairement qu'en prenant aux nantis pour donner aux pauvres, elle ne tend absolument pas à égaliser les positions individuelles. Elle n'est même pas conçue pour supprimer la division de la société entre riches et pauvres. Elle a au contraire pour fondement la structure de la société telle qu'elle est. Si l'aide était fondée dans l'intérêt du pauvre en tant qu'individu, on ne trouverait aucune limite de principe à la répartition des biens à sa faveur jusqu'à ce que l'égalité soit atteinte. L'aide n'a pas de raison de subvenir aux besoins de la personne au-delà de ce qu'exige le maintien dans son statu quo de la société.
Donc voilà, pour moi, il y a une congruence entre ce qu'entend Brossa par culture et ce que Simmel entend par assistance. C'est un espèce de maintien, au final, dans un statu quo. Toute bonne intention, on peut avoir. Donc, pour Brossa, dans son livre, la culture signifie aujourd'hui la mort du politique. Brossa a une conception du politique. Pour lui, au cœur du politique, il y a la reconnaissance des divisions, des exclusions, des inégalités, des conflits qui font rage dans notre société. Et il y a le fait de prendre parti, de désigner un adversaire. Il y a la fertilisation de la division, démultiplication des points d'accroche et de révolte, désir de renversement. Pour lui, c'est ça le terrain politique. Tandis qu'au cœur de la culture, Brossa voit plutôt un paradigme consensualiste, rassembleur. La culture, écrit-il, est un enduit qui tend à colmater les brèches, effacer les divisions politiques, en mettant en avant la diversité. La culture est un dispositif d'apaisement et d'indifférenciation. C'est-à-dire qu'un tag est tout aussi culturel qu'un tableau de Picasso, et dans cette équivalence, il y a aussi une indifférenciation et un aveuglement de voir la différence quand même politique entre un tag sur un mur et un tableau de Picasso au musée. Mais il y a une espèce de tout culturel comme ça contre lequel l'auteur se dresse. Et donc voilà, pour lui, l'indistinction même du terme culture favorise en fait l'accaparement de l'espace politique par l'espace culturel. Et donc voilà. Il condamne aussi donc du coup ce concept de démocratie culturelle. Pour lui, c'est l'avènement d'un gouvernement à la culture, donc qui relègue dans un rôle subsidiaire ce qui est en principe au cœur de la vie politique, à savoir l'activation du conflit. Donc, toujours sous influence foucaldienne, Brossa, au final, fait de la culture une espèce de figure du biopouvoir. Donc le biopouvoir pour Foucault, pour Brossa, c'est un espèce de maître tutélaire, bienveillant, aimant, qui incarne le pouvoir, qui comprend et qui donne, par opposition à un pouvoir plus traditionnel qui prélève et frappe d'effroi en punissant cruellement. Mais c'est quand même l'exercice d'un pouvoir et d'une domination. Donc c'est vrai que de plus en plus de critiques, au-delà de Brossa, entendent montrer comment nos régimes démocratiques autosatisfaits mettent en place des processus de dédémocratisation. Et pour Brossa, clairement, la culture, c'est un de ces processus de dévitalisation des énergies politiques. Et donc, tout bousculé par cette conception de la culture, que répondre alors à la question quelle posture défendre pour que l'action culturelle œuvre à la réalisation de la justice sociale? Eh bien, sur ce troisième chemin, l'action culturelle, socioculturelle, nous apparaît davantage comme porteuse d'illusions. Illusion d'œuvrer pour la justice sociale, alors qu'elle soulage, console, voire planifie et enregistre, mais ne guérit pas des injustices sociales. Les correctifs que l'action socioculturelle entend mettre en place pour réaliser l'égalité des chances, parce qu'ils entretiennent à leur manière le statu quo d'une égalité qui reste formelle, voilà, sont plus des dispositifs disciplinaires, de correction, et ne résout pas les écarts concrets de richesse culturelle, économique, etc. C'est aussi pour, j'y pense comme ça, Lepage, donc toujours un auteur et qui a fait les conférences gesticulées en France, il donnait l'image de donc si le pauvre est là et le riche est là, on peut travailler à augmenter allez, la culture du pauvre, mais pendant que la culture du pauvre monte, ben, le riche aussi. On ne corrige pas l'écart qui est là. On peut certes faire comme ça, mais l'écart est toujours présent.
c'est un peu ça aussi, d'une autre manière et dit autrement, qui se joue ici. Et donc, au bout de ces 3 pistes de cheminement qu'il faut absolument étayer, et voilà, mon métier, c'est pas chercheur, c'est pas docteur. Moi, je suis pris la plupart du temps dans la matière, et voilà, l'occasion de venir partager des réflexions comme ça est agréable dans mon travail parce que ça permet de prendre du recul, mais c'est pas mon métier, donc je conçois tout à fait que ce sont des pistes de réflexion qui ne demandent qu'à être contredites, discutées, débattues. Mais au bout de ces quelques chemins quand même, on pourrait dire effectivement que ce n'est pas par l'action culturelle, qui pourrait même être conçue comme une expression antinomique. En tout cas, Brossa, lui, dit qu'il n'y a pas d'action culturelle, il y a une rumination culturelle. Donc ce ne serait pas par l'action culturelle que l'on donnera aux exclus et aux autres dominés le pouvoir de faire justice. Mais clairement, par l'action politique, effectivement, qu'il ne faut pas concevoir pour Brossa toujours comme l'attentisme inhérent de la manifestation ou du dépôt de recommandations aux décideurs politiques. Il dit même que l'action politique, c'est pas les élections. Tout ça, pour lui, c'est des modalités qui vident la démocratie justement de sa spontanéité, et donc c'est une espèce de politique de l'antipolitique. Et donc, voilà, c'est par l'action politique, par une certaine forme d'action politique, mais il n'en dit pas beaucoup plus, sauf qu'on peut deviner à la fin de son bouquin que voilà, à Culture et Démocratie, c'est ça qui est marrant, donc le nom de mon association, lui, il opposerait art et politique, d'une certaine manière. Il y a une espèce l'art, c'est justement ce qui vient à chaque fois déconstruire, interroger, critiquer, déranger cette espèce de culture qui serait un enduit, comme il dit, qui colmate. Et le politique, c'est ce qui viendrait justement revitaliser sans cesse la démocratie, qui a tendance, et n'est pas le seul à le remarquer, effectivement, elle aussi à s'installer et à mettre en place des procédés de dédémocratisation. Mais si je termine effectivement de la sorte, on est en droit de se demander ce que je fais encore ici, hein, et pourquoi je continue à travailler dans l'association qui apporte un nom comme Culture et Démocratie. Et ben c'est parce que, quand même dans le cadre de mon travail, il y a des rencontres, il y a des récits d'expérience, il y a des témoignages qui contredisent en fait ce pessimisme, même s'il est très lucide. Et en fait, pour retomber sur mes pattes, et quand même toujours être cohérent par rapport aux quelques lignes que j'ai écrites, on pourrait quand même se demander si il en est de la culture comme il en est de la justice dans le petit deuxième chemin là, que Foucault nous propose. Est-ce qu'on ne pourrait pas concevoir alors la culture effectivement comme un instrument de pouvoir? Donc effectivement, c'est aussi l'enjeu d'une mêlée. Et à ce moment-là, il n'y a aucune raison qu'on abandonne le terme à nos adversaires, entre guillemets. Et donc, pour paraphraser Foucault, je remplace juste justice par culture, et je trouve que ça peut aller. Donc la notion même de culture fonctionne à l'intérieur d'une société de classe comme revendication faite par la classe opprimée et comme justification du côté des oppresseurs. Je trouve que ça peut aller. Et donc, certes, la culture peut être une instance de voilement, donc de processus de dédémocratisation, mais elle peut être aussi une instance de dévoilement. Il y a juste des illusions auxquelles il faut se déprendre. C'est tout d'abord de croire que toute culture savante est nécessairement une culture critique, et donc il y a des cultures savantes qui participent à cette espèce de culture enduit qui colmate, et je crois aussi qu'il faut se déprendre de l'illusion de croire que toute culture critique serait une culture d'émancipation. Il y a des critiques, peut-être, c'est ce qu'on pourrait rétorquer à Alain Brossat, c'est que sa critique, d'une certaine manière, décourage, d'une certaine manière, aussi travaille au statu quo, parce que juste on est pris d'effroi, et alors
on se dit juste, bah alors autant arrêter. Et je pense que c'est contre-productif aussi. Donc, toute culture critique n'est pas non plus une culture d'émancipation. Donc, redonner une place et une efficacité politique aux imaginations en rupture avec l'ordre dominant. Nourrir la pensée d'un possible que trop rarement nous sommes invités à concevoir. Des pratiques culturelles fondamentalement articulées sur l'interrogation des mécanismes de récupération des mots et des symboles peuvent générer une part de maîtrise sur l'environnement de vie et apporter de l'eau à la dimension politique des combats quotidiens. Donc, il nous manque effectivement, je crois, des récits sur ces pratiques, des récits qui provoqueraient pas un pèlerinage, mais plutôt l'essai qui pousserait à l'action. Et je pense que la récolte de ces récits singuliers d'expérience, justement, qui réactivent la dimension politique et les envies et les désirs politiques des personnes existent, et c'est juste qu'on ne les réunit pas. Et c'est peut-être une des premières tâches, c'est de les réunir et de voir ce que la résonance a comme effet. Voilà, donc quelle posture défendre pour que l'action culturelle contribue à réaliser la justice sociale? Peut-être tout simplement ne pas subordonner l'une à l'autre, concevoir la culture et la justice comme des enjeux de lutte politique, concevoir une stratégie commune pour qu'elle se réalise d'un même élan. Voilà, ce serait peut-être ma première réponse, mais c'était stimulant en tout cas de me plonger dans cette réflexion-là. Et oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment, à mon avis, c'est peut-être mettre dans les actions culturelles, dans les interrogations qu'elles posent, au cœur des dispositifs, ces interrogations-là sur le rôle de la culture elle-même. Je pense que c'est une manière de se dégager de ce que, voilà, des critiques de Brossa qui en tout cas à première lecture sont, on se retrouve dedans. Et donc effectivement le premier élan c'est de se dire mais à quoi bon. Et puis il faut une force en plus pour se dire ben oui, ça vaut encore la peine, donc pourquoi la culture malgré tout? Ben pour ça. Voilà. Merci beaucoup Baptiste. Tu peux boire un verre d'eau. Ben voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, on a prévu maintenant une dizaine de minutes, un quart d'heure pour que vous puissiez poser des questions à Baptiste d'ordre de précision. Donc si dans les concepts, parce qu'on l'a entendu, il y a quand même des notions qui sont très fouillées, très détaillées, peut-être que c'est l'occasion de demander quelques clarifications à ce sujet. Si vous avez des réflexions plus personnelles, des réactions à faire au sujet de ce qui a été dit, alors là je vous proposerai de garder ça pour vous pour l'instant et de revenir pour alimenter le débat après la pause. Donc voilà, si vous avez des questions de précision, c'est le moment de les poser. Est-ce que c'est un choix que vous avez fait de ne pas citer... Prenez peut-être le micro. Ah pardon, excusez-moi. Jean-Claude d'Aix-en-Provence. Pourquoi pas? Bonjour Jean-Claude. Merci monsieur. Est-ce que c'est un choix que vous avez fait de pas, par exemple, de prendre les références comme Hobbes ou Machiavel et de vous en tenir simplement à une forme d'analyse animalière un petit peu du rôle social de la culture, d'une forme de darwinisme primaire, parce que je pense que des gens comme ces gens-là, comme Hobbes, comme Machiavel, ou alors comme Castoriadis, qui a beaucoup aussi travaillé sur ces choses-là, avaient des choses aussi à nous dire, mais peut-être que vous gardez vos atouts dans la manche. Alors non, c'est juste que c'est un cheminement, et donc voilà, c'est le choix. Je n'avais pas tout mon temps pour travailler à cette présentation, et donc j'ai fait les choix des auteurs que j'avais plus ou moins sous la main. Et Castoriadis, effectivement, je pense que j'aurais pu, je l'ai dans ma bibliothèque. Par exemple, ça m'intéresserait par contre de t'entendre, Jean-Claude, sur ce que Hobbes et Machiavel, qui sont quand même un peu plus anciens comme philosophes, pourraient apporter à cette réflexion.
moi, je vais proposer à Jean-Claude de garder sa réponse pour tout à l'heure. Comme ça, on évite de perdre toutes ses munitions. Hein. Garde tes cartouches bien en main dans le barillet. Oui. Moi, je ne peux pas prendre référence aux grands philosophes, mais je me pose la question, quand vous étiez en train d'expliquer les phrases qui étaient très difficiles, et vous avez quand même pas mal donné d'explications, mais est-ce que c'est peut-être un petit peu, avant que nous, on a fait ce projet Grundtvig sur la culture, moi, comme éducateur, je pouvais me dire, mais bon, d'amener les gens exclus dans un théâtre, oui, ça fait une belle journée, mais ça fait pas grand-chose. Je n'ai pas pensé participer à une action culturelle comme ça pouvait changer la situation. Est-ce que c'est à peu près ça que vous... Ah, ok. Yeah, comme ça? C'est mieux comme ça? Mais voilà. Bon, j'espère que tu as compris ce que je dis. Et donc, je me demande tout simplement si il faut vraiment interroger la culture. Voilà, c'est pas la culture. Avec la culture, on va faire la révolution. Je pose la question, je n'ai pas de réponse. Effectivement, je peux concevoir que dans la pratique, enfin, tout à fait dans la pratique, au final, le fait de ne pas t'interroger, enfin, de pas t'être interrogé, enfin, c'est ça que tu dis, si j'ai bien compris. Tu ne penses pas quand tu fais ton travail d'éducateur à faire la révolution par la culture. Voilà, ok. Ok, bah oui, donc c'est ce que je postulais au départ, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis parti d'une réflexion dans la question qu'on m'a posée, c'est-à-dire la culture qui réalise la justice sociale, il y a une forme de lutte vu l'état actuel de la justice sociale, il y a une forme de volonté plus ou moins révolutionnaire, désamorcée, on va dire, mais voilà, réaliser la justice sociale, c'est comme un combat politique, vu en tout cas l'état de la situation, en tout cas en Europe et ailleurs. Donc il y a une forme de lutte, voilà, plus politique, je pense, en tout cas dans la manière dont on m'a posé la question. Maintenant, je peux tout à fait concevoir que on puisse avoir d'autres objectifs que de changer le monde et de faire la révolution en ayant une pratique culturelle avec des populations exclues. Mais alors, voilà. Mais voilà. Moi, je suis parti du postulat que des actions culturelles qui prétendaient quand même réaliser la justice sociale et donc se mettre quand même dans une dynamique de lutte et de combat. Voilà. Mais c'est vrai, ça me fait penser par exemple à une discussion que j'avais avec une artiste qui travaillait en milieu carcéral. Et elle, à l'inverse, elle pensait au départ aller faire la révolution en prison parce qu'elle a des conceptions abolitionnistes, parce qu'elle n'aime pas la prison, parce qu'elle s'est dit, avec les détenus, on va travailler là-dessus. Et elle est revenue sur sa position en disant c'est une forme aussi d'instrumentalisation de moi, artiste, qui va obliger des détenus à penser la prison comme quelque chose qu'il faut absolument foutre en l'air, alors qu'a priori, ce n'était pas forcément les intentions des détenus. Les détenus, ils avaient juste envie de faire du théâtre et pas forcément envie de faire la révolution. Et en plus, il y a une responsabilité, c'est-à-dire qu'elle, elle sort de la prison, après son atelier, et elle laisse les personnes de l'atelier en prison avec toutes ces réflexions sur tout d'un coup l'injustice totale de ce que représente le milieu carcéral. Et c'est sans doute une situation paradoxale beaucoup plus difficile à vivre comme détenu vivant en prison qui tout d'un coup prend conscience de tous les enjeux qu'il dépasse et d'elle qui sort de la prison et qui sans doute peut prendre plus de recul avec ça. Mais toujours est-il qu'elle reste persuadée que la prison est un endroit à abolir. Voilà. Attends, Jean-Claude, ouais, comme ça on fait tourner. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition du mot culture, vu qu'au début tu avais exposé... On ne m'entend pas ?
Ah, d'accord. Au début, tu avais bien exposé la partie sur la justice sociale, mais Ouais. ça nous a peut-être échappé. On se demandait si tu l'avais Alors, défini. Parce que tu as dit à un moment donné que c'est vrai que c'est un mot compliqué qui veut dire plein de choses. Ouais. Mais après ça. Voilà. Donc effectivement, le terme culture, c'est un terme polysémique. Donc c'est un terme polysémique, c'est ce que j'ai dit plus ou moins au tout début. Donc on peut effectivement, c'est une espèce de grand ensemble dans lequel on peut mettre à la fois une publicité, un livre, une pièce de théâtre. Enfin, c'est tellement énorme. Et puis il y a différents champs comme ça. Ça peut être bon, moi, la première définition que je donnerais, c'est juste une espèce de, allez, le point de vue anthropologique. Donc, d'une certaine manière, hors culture, il n'y a rien. La culture, c'est juste notre manière d'être humaine. L'humanité, c'est d'une certaine forme de culture. C'est notre manière de réagir aux stimuli du monde. Voilà, d'une certaine manière, l'animalité de l'homme serait la culture, c'est la manière dont il est dans le monde. Mais quand on dit ça, alors après on ne dit rien non plus parce que c'est tellement total et englobant qu'on n'a pas beaucoup de prise alors dessus. Donc après, il y a différentes définitions, effectivement, c'est peut-être la manière la façon d'objectiver les réflexions et les productions que nous font... qu'engendre notre manière d'être, etc. Mais, donc après, voilà, je veux dire, j'ai pas pris le temps ici de décliner un peu les différents champs de ce que englobe la culture, du plus général au plus limité. Mais je peux, par contre, citer un passage que je n'ai pas cité ici. Donc c'est plutôt maintenant Brossat de nouveau. Donc c'est pas très, enfin c'est plus critique évidemment. Et c'est justement sur cette indistinction du terme culture. Donc voilà. Alors pour lui, premièrement, les modes d'appropriation, de diffusion, d'expansion du terme culture qui se développent aujourd'hui ont pour condition... Non, c'est pas ça. Je recommence. Ah voilà, c'est là, c'est ce passage-là. Cette dérive sans fin d'une acceptation à une autre, donc du terme culture, où il peut tantôt être question d'un domaine d'administration et de valorisation. Donc ça, c'est la culture du ministère du même nom, les industries culturelles. Tantôt les enjeux d'une opposition entre civilisation et son autre supposé. Donc notre culture européenne par rapport à la barbarie. Et tantôt encore celle d'une opposition à la nature. Donc voilà, par exemple pour Brossat, et pour lui il y a trois acceptations. C'est ce qui concerne le ministère de la Culture, l'acceptation culture, enfin la culture dans ce qu'elle veut dire dans son opposition à la barbarie, et la culture de ce qu'elle veut dire dans son opposition à la nature. Donc lui, il propose 3 champs, mais on peut avoir des auteurs qui en proposent davantage. Mais c'est clair que, à mon avis, pour Brossat, dans sa critique, il le dit, hein, il dit... Qu'est-ce qu'il dit, à un moment donné? Non, mais je vais... Baptiste, t'emballes pas. Non, mais je trouve que c'est super intéressant parce que c'est vrai que, donc, en gros, pour Brossat, cette espèce de polysémie générale du terme culture favorise justement cette espèce de pénétration dans tous les domaines, et dans cette pénétration dans tous les domaines de la vie, tout devient culture et tout devient désamorcé, voilà, d'une certaine manière. Mais voilà. On a une pause, on peut discuter pendant Ok. la pause et on peut largement redébattre par après. Merci Baptiste. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question de précision encore à poser? C'était simplement pour dire à monsieur qu'il y avait eu un précédent, parce que un metteur en scène avait choisi de mettre en place la pièce de Samuel Beckett, En attendant Godot.
Et le metteur en scène est allé en prison, la faire jouer par des détenus et tout ça. Et puis, ça a tellement bien marché auprès des autorités pénitentiaires et tout ça, qu'on a permis aux gens d'aller la jouer en dehors. Mais ils en ont profité pour se faire la malle. Et quand Beckett a appris ça, il était heureux. Parce objectif atteint, oui, voilà. Merci beaucoup. Si plus personne n'a de questions de précision à poser pour l'instant, je vous propose de faire la pause parce que, merci Baptiste, tu nous as permis de récupérer le temps. Il est 11h15, comme l'horaire le prévoyait. On peut se retrouver donc à midi moins le quart pour... alors, avant d'applaudir et de ne plus écouter ce que j'ai à vous dire, je vous propose de garder un peu d'attention pour retenir les 3 questions auxquelles l'article 27 vous demande de répondre après la pause, à savoir, vous inspirant de ce que Baptiste a exposé ce matin, bien, qu'est-ce que ça évoque pour vous dans votre pratique professionnelle au quotidien, le cas échéant, comment est-ce que vous le concrétisez dans la pratique, et évidemment, rappelez-nous ce qui est permis dans votre pays en la matière. Voilà, 3 questions, vous pouvez prendre du papier, je peux vous en prêter si vous voulez noter quelques idées, et on vous retrouve d'ici une demi-heure pour y répondre. À tout à l'heure. Et on peut applaudir Baptiste.